Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment complexe, en se basant sur les sources pour bien comprendre. On va parler des frères musulmans. OK, pour commencer, il faut se rappeler d'un événement qui a vraiment pris tout le monde par surprise. On est juste après le printemps arabe de 2011. Et tout d'un coup, un mouvement islamiste, les frères musulmans, gagne la présidence en Égypte. La question, c'est comment est-ce que c'est arrivé? Bon, pour comprendre ça, il faut retourner au Caire en 2012. L'ambiance là-bas, elle est vraiment électrique. Le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, est sur le point de marquer l'histoire et de devenir le premier président démocratiquement élu du pays. Et là-bas, leurs symboles sont littéralement partout. C'est pas juste une victoire aux élections, là. Non, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est la prise de pouvoir au grand jour d'une idéologie qui a travaillé en coulisses pendant des dizaines d'années. Mais attention, cette montée en puissance, ça n'arrive pas de nulle part. Ce n'est pas un accident. En fait, c'est l'aboutissement d'un plan. Un plan qui a été mis en place presque 100 ans plus tôt. OK. Imaginez la scène, on est dans les années 1920. L'Empire ottoman, qui était le dernier grand califat, vient de se fondrer. L'Égypte est sous le contrôle de la Grande-Bretagne. C'est vraiment un climat d'humiliation, de perte d'identité, et c'est là qu'un jeune prof, Hassan al-Banna, arrive avec une idée radicale. Il faut tout reconstruire, mais pas à l'occidental, non, sur une base 100% islamique. Et l'idée de base d'Al-Banna, elle est révolutionnaire pour l'époque. Pour lui, l'islam, c'est pas juste une religion, c'est un système total, un système qui doit gérer la politique, les lois, la société, bref, tout. C'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle l'islam politique. Il avait un plan très clair pour y arriver. Et wow, quel plan! C'est une stratégie qui se déroule en plusieurs étapes. C'est presque comme une réaction en chaîne. Ça part de l'individu, la personne, ensuite la famille, puis la société au complet, l'État, jusqu'à l'étape finale, la cinquième, la conquête du monde et le retour d'un califat mondial. L'ambition est démesurée. Mais bon, ces idées de départ, elles vont prendre une direction, disons, beaucoup plus radicale. Et ça, c'est à cause d'un intellectuel, un homme aussi brillant que, disons, intense. Cet homme, c'est Sayed Qutb. Il fait un voyage aux États-Unis dans les années 40 et ce qu'il voit le choque profondément. Pour lui, c'est la décadence totale, le matérialisme, une liberté sexuelle qui le scandalise. Sa réaction? Il va écrire des textes qui vont complètement transformer l'idéologie des frères musulmans, la rendre beaucoup, beaucoup plus agressive. C'est là que Qutb amène une idée centrale, le djihad offensif. Là, on ne parle plus juste de se défendre, on parle d'attaquer. Et c'est là que le coup de génie rhétorique arrive. Il présente cette conquête comme une libération. L'idée, c'est que la seule vraie liberté pour tout le monde, c'est de vivre sous la loi islamique, la charia. Bon, les choses tournent mal pour eux. Après une tentative d'assassinat raté contre le président égyptien Nasser, la répression est brutale. Qutb est arrêté, torturé, puis condamné à mort. Mais juste avant son exécution, il lance cette phrase qui va devenir célèbre. Et ce qui est fou, c'est que cette répression en Égypte va avoir l'effet complètement inverse de ce qui était souhaité. En fait, ça va propulser leurs idées bien au-delà des frontières. Et leur influence, elle est devenue immense, vraiment. Pensez-y une seconde. Le Hamas, en Palestine, c'est une branche directe des frères musulmans. En Iran, un pays chiite, les écrits de Qutb ont été une source d'inspiration majeure pour l'ayatollah Khomeini. Et même Al-Qaïda, un de ses cofondateurs, était un membre de la confrérie. C'est fou, leur idéologie a carrément dépassé la grosse division entre sunnites et chiites. OK, ça nous amène à leur stratégie aujourd'hui. Et c'est là que ça devient pas mal plus complexe. Parce que le mouvement joue sur deux tableaux en même temps, deux tableaux qui semblent même se contredire. D'un côté, il y a ce que tout le monde voit, leur visage public. C'est un gigantesque réseau de services sociaux. Partout où le gouvernement n'est pas capable de fournir les services, eh bien, eux, ils arrivent et construisent des écoles, des hôpitaux. Mais attention, cette charité, ce n'est pas juste de la bonté de cœur. Ça leur construit une base de soutien populaire super loyale qui se transforme bien sûr en vote le jour des élections. Mais de l'autre côté, il y a la face cachée. Et là, des gens de l'intérieur racontent une histoire complètement différente. Publiquement, les leaders vont dire « Non, non, il n'y a pas d'organisation mondiale, chaque groupe est indépendant. » Mais en privé, selon ces témoignages, la réalité, c'est une structure super secrète, très hiérarchique, avec un petit groupe en Égypte qui contrôle tout. C'est vraiment un double jeu. Et ce double jeu, ça nous amène à la question qui tue. Au fond, qui sont vraiment les frères musulmans aujourd'hui? Quand il parle à l'Ouest, il montre un visage très moderne, très pragmatique. Le discours, c'est démocratie, droit de la personne. Ils vont même jusqu'à parler d'un projet d'États-Unis arabes. Avouez que ça sonne pas mal mieux à nos oreilles qu'un califat mondial, non? Sauf que, dans leur propre rassemblement,
Pour leur public à eux, le discours change du tout au tout. Soudainement, leur projet d'États-Unis arabes a une capitale, Jérusalem. Et là, on ne parle plus de bulletins de vote. On parle de millions de martyrs en marche. Le ton n'est plus du tout le même. Et voilà le nœud du problème. Est-ce qu'on assiste à l'évolution normale d'un mouvement politique qui s'adapte à son époque, ou est-ce que tout ça, c'est juste une façade? Une stratégie patiente en attendant le bon moment pour mettre en place la vision originale, un califat mondial? C'est une des grandes questions de notre temps, et la réponse pourrait bien définir une bonne partie de notre siècle.